On a vu émerger Ibrahim Traoré, ainsi que des dirigeants au Mali, au Niger, qui avancent clairement vers une souveraineté affirmée. Cela représente un revers massif, non seulement pour la France, mais aussi pour l'ensemble de l'Occident. Ils sont en difficulté, pas uniquement en Afrique, mais un peu partout dans le monde. Et je vais te donner un exemple. Dernièrement, tu as sûrement vu plusieurs reportages sur les coupures d'électricité tournantes en France. Beaucoup de gens n'ont pas fait le lien entre ces coupures et le fait que l'un des plus grands fournisseurs mondiaux d'uranium qui fournit le combustible nucléaire pour la France a vu ses activités fortement perturbées au Sahel, où elles ont été largement nationalisées. Les contrats miniers ont été renégociés. Avant, le prix d'un kilo d'uranium était d'environ 200 € et un pays comme le Niger n'en tirait que 80 centimes d'euros par kilo. Aujourd'hui, cette dynamique a été complètement renversée. Les rapports de force dans leur base énergétique sont chamboulés et ça complique sérieusement les choses. Parce que tout leur système économique, toute leur façon de vivre reposait sur une exploitation brutale avec l'idée que ces peuples, coincés tout en bas de l'échelle de l'économie mondiale, n'en sortiraient jamais. Mais ils en sortent. C'est en cours. Ce n'est plus une hypothèse, c'est une réalité. On le voit se produire en direct. Et ça entraîne des répercussions en cascade. Donc, je pense qu'il est logique qu'ils réalisent que leur mode de vie ne sera plus viable bien longtemps si les choses continuent ainsi. Parce que, on le sait, la France a été profondément secouée par la perte d'influence qu'elle subit en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. En 2023, la France a même tenté de lancer une intervention militaire au Niger, en passant par le Nigeria comme relais. Ça a échoué. Que tu en penses? Parce que ces dernières années ont été particulièrement dures pour l'Europe sur le continent africain, mais j'aimerais beaucoup connaître ton évaluation de la montée en puissance de figures comme Ibrahim Traoré au Burkina Faso et plus largement des dirigeants qui émergent un peu partout sur le continent africain, notamment dans la région du Sahel, et qui avancent clairement vers davantage de souveraineté. Parce que les États-Unis, en particulier, ont déclenché une alerte très spécifique à ce sujet. Tu l'as sûrement remarqué, David, il y a, surtout du côté américain, une inquiétude très marquée face à la présence croissante de la Chine et de la Russie en Afrique, une influence qu'ils qualifient de déstabilisatrice. On a vu passer ce type de discours de manière très directe, notamment dans les propos d'un intervenant devant la Commission des forces armées américaines, le lieutenant-général Dagvin Anderson, qui espère devenir le prochain commandant en chef de l'AFRICOM, ce qui signifie le commandement des États-Unis pour l'Afrique. Et ils se plaignent constamment de l'influence grandissante de la Chine et de la Russie sur le continent. Quand Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir comme les dirigeants du Mali et d'autres pays du Sahel, c'est exactement ce qu'on a entendu ici aux États-Unis, que la Chine et la Russie sont en train de prendre le contrôle, qu'ils nouent des relations étroites avec ces nouveaux gouvernements. Donc, selon toi, quelle est la dynamique réelle derrière tout cela? Et pourquoi est-ce, à ton avis, un point de bascule aussi important? Alors, le fait majeur dans le Sahel, ces 3 ou 4 dernières années, en comparaison avec les 3 ou 4 dernières décennies, c'est que pour la première fois, des routes sont construites, des écoles sont bâties, des quartiers résidentiels émergent, la vie des gens s'améliore matériellement, des technologies agricoles sont développées et diffusées jusque dans les zones rurales. Donc, une grande partie de tout cela est bien sûr liée, comme tu l'as dit, à l'influence chinoise. Mais pour moi, la vraie nouveauté, la véritable avancée, c'est que pour certains de ces pays, parfois, pour la toute première fois depuis leur supposée indépendance, dans les années 60, ils sont enfin dirigés par des personnes qu'on peut qualifier de nationalistes ou de souverainistes. Prenons le cas du Niger, c'est littéralement inédit. C'est la première fois qu'ils expérimentent ce type de gouvernance. Et ce que cela provoque non seulement dans le Sahel, mais sur l'ensemble du continent, c'est un effet miroir. C'est comme si une image était renvoyée au reste de l'Afrique. Rappelons-le, l'Afrique est statistiquement le continent le plus jeune au monde. L'âge médian, il tourne autour de 18 ans et demi. Dans certains pays, comme le Niger, il est même de 16 ans. En Angola, c'est 17 ans et des poussières. C'est donc un continent très jeune. Et pour une grande partie de cette jeunesse souvent gouvernée par de vieux dictateurs épuisés, ou par des pseudo-démocrates totalement alignés sur l'Occident, ce qui se passe dans le Sahel, constitue un point de comparaison brutal. Ok, ces 3 ou 4 dernières années ont montré, c'est qu'en vérité, les 3 ou 4 dernières décennies de sous-développement en Afrique, depuis les années 70, ce retard peut être comblé en un laps de temps relativement court. Aujourd'hui, si tu vas à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso,
Il faut se rappeler que pendant 3 ou 4 décennies, le Niger et le Burkina Faso occupaient invariablement les 2 dernières places mondiales dans les classements de pauvreté. Certains classements plaçaient le Burkina en dernier, d'autres le Niger, ils alternaient entre la 195e et la 186e place dès que le FMI publiait ses chiffres. Et là, ces pays décident collectivement, notre vrai problème, c'est qu'un parasite géant, qu'on appelle la France, pompe notre sang économique depuis des décennies, et nous allons nous en débarrasser. Et ils l'ont fait. Et on constate que depuis 2023, le Burkina Faso, après le coup d'État, enregistre une croissance économique à 2 chiffres. Je crois qu'ils ont atteint 11% en 2023, puis 10% en 2024. Depuis qu'Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, le Burkina Faso dépasse régulièrement la moyenne de croissance en Afrique subsaharienne. En ce moment, il tourne à un peu plus de 5%, alors que la moyenne régionale est autour de 3%. Mais au-delà des chiffres, ce sont les faits qui parlent. Les résultats sont visibles. Ces dirigeants font bouger les choses. Les infrastructures sortent de terre. La vie des gens s'améliore. Même dans certains pays qui se disent démocratiques depuis des décennies, des pays qui, pendant longtemps, se sont crus au-dessus du Burkina Faso, comme le Nigeria par exemple, on voit aujourd'hui des Nigérians quitter leur propre pays pour aller au Burkina Faso dans l'espoir d'une vie meilleure. Les gens votent avec leurs pieds. Et si tu ne connais pas les dynamiques régionales, tu ne peux pas mesurer l'ampleur de ce que cela signifie. Parce que quand j'étais gamin, le mot Burkina Faso était utilisé comme une insulte. Les gens de là-bas étaient assimilés à la misère. C'était le pays de la pauvreté. Et aujourd'hui, ce même pays qui, il y a 15 ou 20 ans, était perçu comme ça dans l'imaginaire ouest-africain, est devenu une destination pour les migrants ouest-africains. Des gens qui quittent leur pays pour chercher une vie meilleure au Burkina Faso. Et tout cela, c'est le fruit de seulement 3 ans de gouvernance sous Ibrahim Traoré. Ces dirigeants-là ont identifié le vrai problème, voilà notre véritable problème. Et au lieu d'être écoutés, ils ont été méprisés, traités de pantins de Moscou, accusés d'être des agents russes. Mais les faits sont là, les résultats sont là. Et c'est devenu impossible à ignorer. Par exemple, le Sahel est désormais libéré. Alors, en gros, les États côtiers de l'Afrique de l'Ouest ont tendance à être plus riches, et ils sont généralement alignés sur l'Occident. Ensuite, il y a les États sahéliens, qu'on perçoit aujourd'hui comme davantage tournés vers l'Est. C'est que les gens vont au port. Il y a une ville qui s'appelle Tema, là où se trouvent les principaux ports, et les gens vont là, bas, ils regardent les véhicules, les marchandises être déchargées, et c'est juste un tas de trucs qui partent vers le Burkina Faso. Du matériel de construction, genre des centaines et des centaines d'unités. Et ça arrive tous les jours. Les gens font des vidéos TikTok là, dessus. C'est même devenu un mème TikTok. À chaque fois que tu vois du matériel de construction arriver au port du Ghana, c'est à destination de... C'est à destination du Burkina Faso. C'est ça? Exactement. Parce que tout le monde peut voir que ce pays qui, il y a 10 ans, était totalement insignifiant, personne n'en parlait, pour aucune raison. Un pays quelconque, sans importance, même à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, est aujourd'hui devenu un gigantesque chantier. Et les gens se disent, attends, si un pays qu'on n'a jamais considéré comme particulièrement riche ou doté a pu faire tout ça en 3 ans, alors quand tu as des pays comme le Nigeria ou le Ghana qui ont toutes les ressources imaginables, même celles qu'on ne connaît pas, et que malgré tout, construire une route pour relier 2 villes reste une mission impossible, et là, les gens réalisent, attends, tu veux dire qu'il y a une autre voie, qu'il existe un chemin beaucoup plus rapide vers ce qu'on appelle le développement. Et qu'en fait, le vrai problème, ça n'a jamais été autoritaire versus démocratique, mais la souveraineté économique et politique. Et maintenant, la conversation commence à changer, d'une façon qu'elle n'avait jamais changé avant. Et c'est pour ça que tu as une bande d'analystes occidentaux, de médias, de politiciens qui sont tellement horrifiés par ce qui se passe dans le Sahel. Parce que ça capte l'imagination des jeunes à travers tout le continent. Et faut pas se tromper, ça va pas s'arrêter au Sahel ni en Afrique de l'Ouest. Ça va balayer tout le continent. Parce qu'on a tous à peu près les mêmes problèmes. Et maintenant, les gens se rendent compte qu'il y a une autre voie. Ibrahim Traoré et ses 2 complices du Sahel ne sont que la première vague. Il y en aura beaucoup d'autres.